Herzstöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. On s'attend à ce qu'une fois que bébé est né, tout roule, bébé sourit, il sent bon et tout se passe bien. Et la réalité, elle est tout autre en fait. Le bébé, il pleure, il peut avoir des coliques, il peut s'agacer, on comprend pas ce qui se passe, nous-mêmes on est fatigués. Et on est démunis en tant que parents parce qu'on n'a pas de guide, on n'a pas de notice, on n'a pas de mode d'emploi. Virginie Lacoffrette est infirmière responsable d'équipe de soins aux urgences pédiatriques des hôpitaux universitaires de Genève. Elle a participé à la création du groupe appelé Souple, une consultation au sein des HUG spécifiquement dédiée au soutien des familles confrontées aux pleurs du nourrisson. Le but ? La prévention du burn-out parental et du syndrome du bébé secoué. Je suis Jeanne Ray et aujourd'hui je rencontre Virginie en compagnie de Sophie Bocherance, sage-femme des HUG, qui fait également partie du groupe Souple. Avec elle, nous comprendrons quels sont les besoins des parents face aux pleurs de leur nourrisson et surtout, que faire quand son bébé pleure et qu'on n'en peut vraiment plus. Bonjour Virginie, bonjour Sophie. Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu vos fonctions et surtout en quoi consiste votre travail autour de la thématique des pleurs du nourrisson ? Alors moi c'est Virginie Lacoffrette, je suis infirmière spécialisée en santé de l'enfant, adolescent et famille et j'ai une bonne vingtaine d'années d'expérience d'infirmière et 19 ans en pédiatrie. Et actuellement, je suis responsable de l'équipe soignante aux urgences de pédiatrie. Sophie ? Donc moi, je m'appelle Sophie Bocheron, je suis sage-femme depuis à peu près une vingtaine d'années à la maternité. En ce moment, je suis dans le service du postpartum. Je suis aussi sage-femme certifiée à l'échelle de Brazelton. Et je fais partie du groupe Souple pour soutien à la parentalité dans le contexte des pleurs. Alors Virginie, toi, tu as participé à la création de ce groupe. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce que c'est que ce groupe Souple, peut-être rapidement comment il fonctionne, à qui il s'adresse. Alors, ce groupe Souple a vu le jour lors d'une formation à un DAS, post-diplôme infirmière, où on avait fait des recherches avec une collègue, donc Emma Furtado, qui est aussi infirmière spécialisée comme moi aujourd'hui en santé de l'enfant, de l'adolescent et de la famille. Et puis, pendant cette formation et les recherches qu'on a menées, on a observé un manque d'informations qui est donné aux parents, mais aussi aux professionnels de la santé dans le contexte des pleurs des bébés. Donc, comment accompagner, comment soutenir et comment prévenir aussi le burn-out parental et le syndrome du bébé secoué. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on intervient au biais de consultations avec les parents et par la suite des groupes de parole avec plusieurs parents. C'est-à-dire, qu'est-ce qui existe actuellement précisément autour de ce groupe Souple et par qui sont animées ces consultations ? Alors, ce qui existe aujourd'hui, c'est des consultations proposées aux parents dont les enfants sont hospitalisés en pédiatrie ou à la maternité, donc des enfants qui viennent de naître au postpartum. On n'a pas encore de consultation ouverte à l'extérieur de l'hôpital, on n'est pas encore assez nombreux. Mais ça va venir, on y travaille, ça va bientôt voir le jour. Les consultations sont assurées par des membres du groupe Souple qui est constitué et de sages-femmes et d'infirmières spécialisées. Et donc Sophie, pourquoi toi en tant que sage-femme, tu t'intéresses plus particulièrement à cette thématique des pleurs ? Alors c'est vrai que quand on va voir les patientes le matin après les nuits, le thème principal qu'elles abordent, c'est toujours les pleurs du bébé. Mon bébé a pleuré toute la nuit ou j'ai été complètement débordée, je savais plus comment calmer mon bébé, j'ai pas fermé l'œil de la nuit et ça revient régulièrement, donc je me suis dit effectivement il y a quelque chose à faire là-dessus pour faire de la prévention, pour pouvoir discuter avec les parents, leur faire des propositions un peu de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de combler ces pleurs, qu'est-ce que c'est pour eux ces pleurs, enfin toute une discussion, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce thème. Et du coup Virginie, d'où cette idée de consultation spécifique autour des pleurs du nourrisson ? Alors cette idée nous est venue pour deux raisons personnelles et raisons professionnelles. Les raisons personnelles, quand on a voulu créer ce projet avec Emma, on était toutes les deux des mamans d'adolescents maintenant, mais on a des sacrés souvenirs de nos bébés
à l'époque où il pleurait, de nuits terribles, où on n'en pouvait plus, où on avait juste envie de le faire taire et on avait l'impression d'être des mauvaises mères, épuisées, fatiguées, démunies. Donc ça, c'était notre expérience personnelle et ça nous a manqué, nous, quand nos bébés étaient petits, de pas avoir un accompagnement. Et puis du côté des professionnels, on a eu beaucoup d'échanges avec nos collègues, que ce soit des soignants, des médecins, des psychologues, des sages-femmes, infirmières. Et tous nous partageaient nos observations en nous disant mais il y a vraiment peu d'accompagnement dans ce contexte des pleurs des bébés. Il y a souvent une image idéalisée de la naissance d'un bébé où tout est beau, tout est rose. Et voilà, on s'attend à ce que une fois que bébé est né, tout roule, bébé sourit, il sent bon et tout se passe bien. Et la réalité, elle est tout autre en fait. Le bébé, il pleure, il peut avoir des coliques, il peut s'agacer, on comprend pas ce qui se passe. Nous-mêmes, on est fatigués. Et on est démunis en tant que parents parce qu'on n'a pas de guide, on n'a pas de notice, on n'a pas de mode d'emploi. Donc voilà. Donc toutes ces observations mis bout à bout nous ont amenés à vouloir créer un projet et qu'on a appuyé par une recherche via un questionnaire auprès des professionnels. Donc on a eu pas loin de 200 réponses qui nous ont montré justement ce manque d'informations qui était donné et à quel point ce sujet était encore tabou de nos jours. C'est vrai que un bébé qui pleure, souvent, c'est souvent regardé de travers par les voisins, par les gens dans les magasins, par les grands-parents qui pensent donner des bons conseils. Et puis, mais tu vois pas qu'il a faim. Mais non, il n'y a pas que la faim quand bébé pleure. Il y a plein d'autres choses. Donc voilà, tout ça mis bout à bout nous a donné envie d'approfondir le sujet et d'aider les familles. Et Sophie, en tant que professionnelle, les pleurs, ils font partie de votre quotidien. Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous vous sentez aussi un peu démunis par ces pleurs ? Alors, c'est vrai que au niveau des pleurs, parfois, même nous, on n'a pas forcément les réponses parce qu'il faut essayer plusieurs choses, essayer de comprendre aussi comment le bébé fonctionne. Il peut avoir certaines attentes, certaines demandes, il y a certaines positions qu'il va plus apprécier que d'autres et tout. Et puis, nous, on passe d'une chambre à l'autre, donc c'est pas forcément notre bébé. Par contre, le parent, il vit 24 heures sur 24 avec son bébé. C'est eux qui le connaissent le mieux, qui savent au mieux répondre à ses besoins. Et pour le bébé, tout ce qui vient de ses parents, c'est du pain béni. Donc, il y a qu'eux qui pourront vraiment faire ce qu'ils doivent faire comme il faut pour leur bébé. Nous, on est juste là pour les accompagner, les soutenir et puis leur proposer des pistes. Mais après, c'est à eux de trouver ce qui va fonctionner le mieux. Et puis, pour revenir du côté des professionnels, c'est vrai qu'il y a un stress qui est généré par les pleurs des bébés. Le pleur en lui-même, on avait fait un test, le test de Stroop, tu te souviens Sophie ? C'est ce test où on doit lire les noms des couleurs, donc rouge, bleu, vert, mais le rouge est écrit en bleu, le bleu est écrit en vert, etc. Et puis on avait fait ce test, on était plusieurs à l'avoir fait dans un calme complet. Et puis on avait réessayé le même test, mais avec des pleurs des bébés enregistrés, mais très très forts, puisque les pleurs des bébés, ça peut aller très très haut, ça peut aller jusqu'à 110 décibels au passage. Donc c'est très fort pour se concentrer. Et ça montrait que dans ce test de lecture des couleurs, on était beaucoup moins bon quand le pleur du bébé était à côté de nous. Sachant que nous, on n'a pas le côté émotionnel dans un test de lecture de couleurs. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir les soutenir en leur disant qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a plein de personnes qui vivent exactement la même chose qu'eux et qu'il faut pas avoir peur ou avoir honte de dire je ne sais pas, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide, parce que demander de l'aide, c'est une force. Et le but, c'est vraiment de les amener à essayer de dire que voilà, pas savoir, c'est normal. Vous êtes parents et puis c'est pas parce que votre bébé vient de naître que tout d'un coup, hop, vous avez toutes les clés en main et vous allez avoir toutes les réponses. C'est en faisant des erreurs que petit à petit, vous allez vous construire, vous allez comprendre votre bébé et c'est avec votre bébé que vous allez grandir et puis tout va rouler au bout d'un moment. Donc c'est vraiment aussi un besoin de soutien, de réconfort, de soutenir les compétences parentales. Et surtout de leur apporter un moment d'écoute pour qu'ils puissent s'exprimer, leur dire voilà, il y a ça qui va pas, ça je le fais bien. Oui, j'ai remarqué que quand je faisais ça avec mon bébé, il appréciait. Puis c'est mais super, bravo, vous faites des choses, mais vous vous rendez pas compte. Puis en fait, tout ce que vous faites, c'est top. Virginie, tu voulais réagir ? Oui, alors je rejoins tout à fait Sophie dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'on accompagne les parents, on leur apporte pas des solutions toutes faites. On se positionne vraiment comme un guide de haute montagne qui montre le chemin, mais on va pas faire la randonnée à la place du marcheur. Donc on est vraiment des guides, mais on
on accompagne les parents avant tout à trouver eux-mêmes les solutions qui vont leur convenir à eux, et ce ne sera pas les mêmes solutions qui conviendront aux parents suivants. Du coup, c'est des consultations qui sont assez longues en fait. Ça dure combien de temps? Vous devez prendre le temps avec les parents de discuter, de faire connaissance, d'établir un lien de confiance aussi. C'est vrai que les consultations les plus courtes, je dirais, peuvent être de 20 minutes, 20-30 minutes. Maintenant, ce qui est très important pour nous, c'est de prendre le temps pour eux et de leur montrer à quel point on est disponible là, maintenant, tout de suite pour eux. On coupe nos téléphones, personne vient nous interrompre, on est là pour eux à 100%. Ce qui fait que la plupart du temps, ça dure pas 20-30 minutes, ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, et il y a quelques consultations qui ont été au-delà des 1 heure. Mais c'est vrai qu'en moyenne, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. Alors justement, c'est peut-être le moment d'expliquer ce que c'est que les pleurs du nourrisson, parce qu'on sait qu'un bébé ça pleure, mais quand on est parent, on découvre qu'un bébé ça peut beaucoup pleurer. On parle même de pleurs excessifs du nourrisson. On parle aussi parfois de coliques du nourrisson. Qu'est-ce que recouvrent toutes ces réalités autour des pleurs du nourrisson, Sophie? Disons que le bébé il pleure, c'est un moyen de communication. Donc il essaye de nous exprimer quelque chose. Ça peut être déjà les besoins primaires, il a faim, il a froid, il a trop chaud, il veut que sa couche soit changée. Il peut pleurer parce qu'il veut qu'on le prenne dans ses bras pour être bercé. Il peut pleurer aussi parce qu'il réagit à un bruit ou à une lumière qui lui a fait peur et puis hop, il se met à pleurer. Il peut pleurer parce qu'il veut qu'on lui chante une chanson, qu'on le berce, qu'on l'emmène se promener. En fait, il y a 1001 raisons pour lesquelles le bébé peut pleurer. Effectivement, les pleurs d'un bébé, on dit à peu près jusqu'à 2 heures par jour. C'est pour tous les bébés, ça reste une moyenne, c'est normal. Mais effectivement, quand un bébé pleure, il faut répondre à ce besoin et il faut essayer plusieurs pistes jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Au-delà de ces 2 heures par jour, on arrive effectivement dans des pleurs qui sont un peu plus excessives et on peut effectivement parler de coliques, en sachant que les coliques, ça peut toucher à peu près 40% des bébés. Mais il y a des choses à mettre en relation aussi. Un bébé qui a des coliques, c'est un bébé qui va avoir des manifestations, c'est-à-dire qu'il va se cambrer, il peut arquer son dos, ou il peut tendre les jambes, ou il peut devenir rouge, serrer les poings. C'est quoi les coliques ? C'est tout simplement aussi des problèmes digestifs, donc des spasmes que nous, adultes, on va savoir. On a un spasme intestinal. On serre un petit peu les dents, ça passe de 15 secondes et après ça passe. Le bébé, il ne sait pas ce qui lui arrive. Donc il réagit et il pleure. Comme a dit Sophie, c'est vraiment un moyen de communication, le pleur. Il n'a rien d'autre pour s'exprimer. Il ne sait pas encore parler, il ne sait pas encore montrer les objets, se retourner, attraper, etc. Et il ne sait pas non plus dire « ça me fait mal ». Donc, et il ne sait pas que c'est normal. Donc il pleure. C'est ça les coliques. Il faut savoir aussi qu'un bébé qui vient de naître, il se passe énormément de choses à l'intérieur de lui, parce que déjà, dans le ventre du maman, il fait tout noir, tout d'un coup, il y a plein de lumière à l'extérieur, donc il y a plein de stimuli auditifs, visuels, qu'il n'avait pas in utero. Dans le ventre de sa maman, température 37 degrés, idéal. Forcément, quand on sort, selon où on habite, il fait pas du tout cette température, donc il y a aussi toute la régulation de sa température qui vont aussi lui prendre énormément d'énergie. Et il y a aussi, tout d'un coup, dans l'utérus, il y a des parois tout autour de lui, comme s'il était dans un cocon. Et puis tout d'un coup, il est dehors. Et puis quand il tape avec ses bras et ses mains, il sent du vide tout autour de lui. Donc ça peut être complètement paniquant pour un bébé. Donc toutes ces raisons fait que, il peut pleurer et exprimer des besoins, que tout d'un coup, il a besoin qu'on le prenne dans les bras, qu'on l'emmaillote, qu'on le maintienne, d'être contre sa maman pour entendre ses bruits du cœur, ses bruits de respiration, ses bruits de sa digestion, tout ce qu'il a entendu pendant 9 mois. Puis en fait, un bébé qui vient de sortir, toute sa vie, pour l'instant, il l'a vécu plutôt in utero. Et tout d'un coup, il y a énormément de changements qui se passent pour lui. Donc ça peut être super stressant aussi pour un bébé. Et du coup, mais je vais peut-être prendre les devants sur la question suivante. Tous ces éléments dont tu as parlé, Sophie, qui peuvent être stressants, ça peut nous amener à ces pleurs du soir, dont beaucoup de parents ont vécu l'expérience et ne savaient plus quoi faire. Ces pleurs du soir, c'est des pleurs de décharge, en fait. Toute la journée, le bébé il reçoit des stimuli visuels, auditifs, il rencontre plusieurs personnes, il y a des stimuli sensoriels aussi qui peuvent le perturber, il sait pas trop ce qui se passe. Et tout ça, il l'apprend, il l'observe, il l'entend, il le ressent et au bout d'un moment, c'est trop. C'est trop, c'est un bébé, il faut quand même y aller doucement. Et il emmagasine, puis ça le fatigue. Ça le fatigue, comme nous, après une journée de travail où on en a eu plein la tête. Le bébé, lui, il ne sait pas comment exprimer son trop-plein, donc il va pleurer. Encore une fois, il va communiquer et il va décharger tout ce trop-plein pour après passer
normalement une bonne nuit. Et ces pleurs excessifs, effectivement, c'est ce qui peut le plus perturber les parents parce que ils comprennent pas. Le bébé a mangé, la couche est propre, ils l'ont pris dans les bras, ils l'ont été le promener toute la journée. Et puis, sur le coup, tout ce qu'ils essayent de mettre en place, ça marche pas parce qu'en fait, ces pleurs excessifs s'arrêteront uniquement quand le bébé aura suffisamment déchargé. Le but des parents, c'est vraiment de juste être là à côté de leur bébé et de lui procurer un peu une atmosphère un peu calme pour essayer de l'aider à se détendre. Et c'est là qu'est toute la difficulté d'ailleurs, parce que le soir, les parents, eux aussi, ils ont vécu leur journée. Eux aussi, souvent, ils ont eu leur journée de travail, où ils ont eu plein de demandes, ils ont reçu des mails, ils ont reçu des factures à payer, leur conjoint qui leur a demandé moult choses, les autres enfants, s'il y a déjà une fratrie, etc. Et du coup, les parents, en fin de journée, eux aussi, ils ont envie de souffler. Sauf que non, il faut qu'ils s'occupent de bébé, il faut qu'ils le rassurent. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, comme dit Sophie, il faut juste être présent. Il ne faut pas chercher à trop en faire, juste être présent, le rassurer, je suis là, tout va bien, on est ensemble et ça va le rassurer. Est-ce qu'il y a une période dans la vie du nourrisson à laquelle les pleurs apparaissent ou sont les plus intenses ? Est-ce que c'est dès la naissance ? Parce que tu parlais tout à l'heure de ces séjours au postpartum où il y a des bébés qui pleurent toute la nuit, mais on entend dire aussi que les pleurs arrivent plutôt autour des 2 mois. À quel moment est-ce que il y a le plus de pleurs chez le nourrisson ? Sophie ? Dans la physiologie des pleurs, effectivement, les pleurs vont monter en intensité progressivement pour arriver à un pic à peu près vers 2 mois de vie. Et ensuite, ce pic va diminuer, ces pleurs vont complètement disparaître. Aux alentours de quel âge à peu près ? Ça diminue vers 3-4 mois. Et ça disparaît complètement à 5 mois. Et autre question, qu'est-ce que ça fait aux parents, ces pleurs du bébé ? Alors c'est là qu'on discute énormément justement avec les parents. Chacun est différent. Il y a des parents qui sont très sereins et qui arrivent à accepter le fait que le bébé est en train de communiquer. Ça, c'est dans un monde idéal où tout va bien. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, quand on a notre propre fatigue en tant qu'adulte, quand on est inquiet, parce qu'on ne sait pas si bébé il est en train de communiquer ou s'il a un problème somatique, donc là, ça complique un petit peu les choses. Donc on parle de ça avec les parents justement. Les pleurs peuvent être très stressants pour les parents et c'est ça dont on essaie de parler avec les parents, pour les rassurer justement et aussi mettre en avant leurs compétences parce qu'ils arrivent dès les premiers jours de vie sans même avoir pris des cours. Mais très rapidement, ils arrivent à cerner leur bébé. Il faut vraiment être observateur et puis se laisser le temps. Accepter qu'on ne sait pas tout, mais le bébé, il nous envoie beaucoup de signaux, beaucoup. Et puis, il y a aussi beaucoup de parents, même de professionnels, qui assimilent le pleur des bébés au pleur des adultes. C'est-à-dire qu'un pleur d'adulte, c'est un adulte qui a mal ou c'est un adulte qui est triste. Un bébé, il pleure pas parce qu'il est triste, il pleure pour s'exprimer. On en profite au passage pour questionner aussi l'idée encore parfois répandue au sein des familles qu'un bébé peut faire un caprice parce qu'il pleure. Ça existe encore, ça ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous expliquez aux parents ? Alors oui, là où on rassure les parents, c'est sur la littérature. Les caprices n'existent pas avant 18 mois. Le bébé à 2 mois est incapable de faire un caprice. Il n'a pas la capacité encore intellectuelle de se dire « Ah, là, papa, il n'a pas fait attention à moi, et bien, puisque c'est ça, je vais pleurer. » Non, il n'a pas cette capacité, le caprice... Alors, chaque enfant est différent, mais en moyenne, le caprice, c'est pas avant 18 mois. Effectivement, malheureusement, ces idées existent encore, et non, un enfant ne manipule pas ses parents en pleurant parce qu'il va être dans les bras, ou si on le prend trop souvent dans les bras, ou dès qu'il pleure, on va vers lui et puis on essaie de le consoler. C'est pas des caprices qu'il fait. Et au contraire, il faut répondre aux besoins du bébé. Dès qu'un bébé pleure, il faut essayer de combler cette demande qu'il nous fait. Par contre, au-delà du caprice, le bébé est programmé pour créer du lien, pour créer de l'attachement. Et cet attachement, il va être créé par la répétition de gestes, des petites routines que le bébé va comprendre peu à peu. Et ça va le rassurer et ça va favoriser cet attachement pour lequel il est déjà préprogrammé. Donc ça peut être faire une caresse sur la joue, le bercer dans ses bras chaque soir à la même heure,
lui parler, lui expliquer ce qu'on est en train de faire tranquillement. Enfin, voilà, toutes ces petites répétitions par les mêmes personnes, ça va créer ce qu'on appelle le lien sécure d'attachement, qui va être très très important pour bébé pour se sentir en confiance et se sentir serein. C'est un besoin primaire, au même titre que manger. Et au passage donc, on ne peut jamais trop prendre un bébé dans ses bras, c'est ça, Sophie ? Voilà, exactement. D'ailleurs, on dit qu'un bébé qui est souvent porté est un bébé qui pleure moins, parce qu'il est toujours en contact, il a l'odeur, la chaleur de ses parents, il se sent en sécurité, donc moins dans l'inconfort, moins dans une perte d'émotion ou de repères autour de lui. Est-ce que ça suffit d'expliquer à des parents que les pleurs de leur bébé, c'est normal, que ça va passer ? Est-ce que c'est une réponse qui peut leur suffire ? Alors non, soyons honnêtes, non. Ça les rassure. Ils se sentent moins mauvais parents. Beaucoup de parents ont cette impression d'être un mauvais parent parce que leur bébé pleure. Donc ça les rassure sur ce point. Mais bien sûr que non, ça suffit pas de leur dire que les pleurs, c'est normal. Ce qu'on fait, on les accompagne justement à mieux les vivre, à exprimer ces émotions, comme l'a dit Sophie tout à l'heure. Et en faisant exprimer aux parents leurs émotions, on arrive à comprendre un petit peu leurs besoins et donc les accompagner à trouver ce qui, eux, va leur convenir. Par exemple, il y a des mamans qui se disent mais moi je suis tout le temps avec lui toute la journée, j'en peux plus. Enfin voilà, donc on va lui donner on va l'amener à réfléchir sur comment elle pourrait avoir une petite soupape pour souffler. Et puis ça peut être mettre bébé en sécurité dans son lit avec les barreaux et puis aller souffler 5 minutes sur le balcon, tout simplement. Tant que bébé est en sécurité, elle peut s'octroyer un peu de temps pour souffler. Ça peut être aussi se couper du bruit, c'est-à-dire que si on est papa, maman ensemble et puis que ça fait 2 heures que bébé pleure, on prend le relais, un coup papa, un coup maman ou un coup le voisin ou je ne sais qui. Et le temps que l'autre personne prenne le relais, on peut tout à fait, par exemple, mettre un casque anti-bruit, comme on met dans les avions pour écouter une musique douce ou une musique qu'on aime, enfin tout simplement. Mais voilà, c'est plein de petites astuces qu'on amène les parents à trouver eux-mêmes en fonction de leurs préférences à eux. Et c'est vrai que chaque personne est différente face aux pleurs du bébé. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit, un papa une fois qui m'a dit, moi ça m'énerve en fait quand mon bébé pleure. Ça m'énerve, ça m'agace parce qu'on a fait plein de choses, on a tout mis en place, puis il continue à pleurer. Et puis le fait qu'il puisse exprimer justement ce sentiment, c'est quelque chose de très positif parce qu'il faut que ces sentiments ils sortent, il faut qu'ils soient dits. Donc des fois d'avoir un peu des idées entre guillemets noires par rapport à son bébé en disant j'en peux plus, j'aimerais tellement qu'il se taise et tout, le fait de les dire, c'est très bon signe. Au contraire, il faut les dire et ne pas passer à l'acte. Il vaut mieux les dire en mots que les dire en gestes. Qu'est-ce que ça veut dire passer à l'acte ? C'est quoi le danger en fait ? Le danger, c'est justement qu'un parent s'énerve complètement et qu'il prenne son bébé puis qu'il le secoue. Et là, on arrive au syndrome du bébé secoué qui peut être complètement néfaste pour son bébé. Un bébé qui peut avoir de graves séquelles ou qui peut même décéder. Il y a un message qui est très très important, c'est ne pas rester seul. Si on n'en peut plus, ce qui est tout à fait humain, encore une fois, on ne reste pas seul. Donc, allô maman, allô la copine, allô le voisin. Et si vraiment il n'y a personne, parce que ça existe, des personnes qui sont vraiment isolées, il y a le pédiatre et il y a les urgences pédiatriques. Et il y a également la sage-femme indépendante qui peut aussi venir à domicile pour pouvoir aider et apporter des pistes. Et l'idée, c'est aussi de leur faire comprendre que pour pouvoir s'occuper de quelqu'un, il faut aussi pouvoir s'occuper de soi-même. Donc l'idée, ce serait de créer un peu des espèces de soupapes pour pouvoir récupérer un peu de force, d'énergie et puis pouvoir être mieux après pour pouvoir aller s'occuper de son bébé. Il y a quelque chose à prendre en compte aussi dans la première année de vie du bébé, c'est la dynamique familiale. Soit le couple devient parent, donc c'est tout nouveau pour eux et la dynamique à la maison change, soit les parents qui ont déjà 1 ou 2 enfants ont un nouvel enfant. Et donc la dynamique familiale, elle est encore modifiée et il faut se réajuster. Donc tous ces réajustements, ça crée encore en plus du stress, de la fatigue. Et il faut se laisser du temps pour que les choses se stabilisent.
On peut avoir l'image en tête d'un mobile qu'on met justement au-dessus des bébés, ces petits mobiles qui font de la musique avec des berceuses et qui sont un peu en équilibre comme ça. Et quand ils ont trouvé leur équilibre, ils sont stables et ça tourne super bien avec une mélodie très belle, très douce. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et quand même, une question purement médicale, quand est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter des pleurs de son bébé ? Alors, les parents apprennent à vraiment connaître leur bébé au fil des jours, puis des mois, sans vraiment en avoir conscience, mais ils arrivent à déceler par eux-mêmes un pleur qui est différent de d'habitude, ou un pleur qui dure plus longtemps. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant, leurs compétences, qu'ils se fassent confiance. S'ils ont un doute, s'ils sont pas tranquilles, ils peuvent venir consulter. Même si c'est pour rien, tant pis. Mais dans le doute, il faut venir consulter. Et puis, si vraiment il n'y a pas de pleurs différents ou autres, il y a aussi cette règle des 3. C'est un pleur qui dure plus de 3 heures par jour, pendant 3 jours par semaine, sur 3 semaines d'affilée. Là, c'est quand même pas normal. Là, c'est vraiment des pleurs excessifs et ça peut être le signe, en tout cas, d'un problème somatique. Problème somatique, c'est un problème de santé. Oui, tout à fait. Est-ce que vous observez en tant que soignant qu'il y a de plus en plus de bébés qui pleurent, par exemple, ou est-ce qu'on observe que nos modes de vie actuels pourraient être responsables de plus de pleurs ou de plus inconfort des parents ? Alors, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, pendant la phase de Covid en 2021, où on a dû un peu couper les visites à la maternité, on avait effectivement moins de pleurs au niveau des bébés. Parce que forcément, il y a moins de visites, il y a moins de stimuli auditifs, visuels. Quand le bébé dort, il est dans son berceau, il dort et il passe pas de bras en bras. Et ça fait qu'il y avait un peu moins ces pleurs de décharge en fin de journée. Et à contrario, est-ce qu'on n'observe pas aussi que les jeunes parents sont de plus en plus isolés aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut, si on repense à quand nous on était petits en tout cas, les grands-parents étaient très présents pour soutenir les parents. On est loin de ce schéma maintenant, la société a évolué et les parents sont de plus en plus seuls effectivement et n'osent pas. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est un sujet tabou. Les parents n'osent pas dire « mon bébé pleure, j'en peux plus ». C'est beaucoup mieux de dire mon bébé il a progressé plus vite que le tien. Hein. Et ça c'est plus dans cet esprit de compétition entre parents. Il y a ce côté presque jugeant dans la réponse, dans le regard, sans qu'il y ait des paroles. Et c'est vrai que ça, on l'observe et ça isole encore plus les parents par rapport à ce sujet des pleurs parce qu'ils se sentent coupables. Et autre chose sur laquelle je voulais insister aussi, c'est les écrans, les réseaux sociaux. On se sent très entouré par les réseaux sociaux, mais en fait, on est de plus en plus seul dans une même pièce avec son bébé, avec les réseaux sociaux. Tu parlais aussi d'un projet de groupe de parole. Pour quelles raisons vous pensez à ces groupes de parole ? Quelle est la valeur de la parole entre parents autour des pleurs du nourrisson ? Alors les groupes de parole, c'est super important parce que comme ça, chacun peut un peu donner son expérience et les parents peuvent se reconnaître parmi les autres en fonction de ce qu'ils ont vécu, leur expérience et pouvoir un peu puiser un peu, c'est pas mal, toi tu fais comme ça, je vais essayer ce soir, ou autre chose. Et ça ouvre aussi beaucoup de paroles. Il y a des gens qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire leurs sentiments ou leurs ressentis profonds et le fait d'entendre que les autres, ils disent certaines choses. Ah ouais, moi aussi je ressens ça, moi aussi j'étais dans cette situation-là. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour les gens et ça ouvre la parole, c'est un partage et puis ça permet de faire un soutien, de dire on est tous sur le même bateau et qu'on vit tous un peu la même chose et que je suis pas tout seul dans mon coin, j'ai pas un bébé spécialement horrible qui pleure tout le temps mais que les autres bébés aussi ils pleurent et puis les parents aussi des fois ils savent pas quoi faire. Et donc pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents qui sont en plein dedans aujourd'hui sur ce qu'ils sont en train de traverser et sur ce qui les attend après? Alors, d'une part, gardez courage et espoir, les pleurs vont diminuer, c'est certain. Et ayez confiance en vous, en vos compétences. Vous êtes un bon parent. Herztöne, battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.